Je suis venu dans ce parc national pour y trouver la tranquillité. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé des gens qui disparaissaient, des contrebandiers, d'anciens secrets et quelque chose dans la brume qui ne devrait pas exister. Plus je m'enfonçais dans cette forêt, plus je me rendais compte qu'il y avait ici des choses que personne ne devrait savoir. Je m'appelle Michael Rains et je suis garde forestier dans le parc national olympique depuis mars 2007. Pour beaucoup, ce n'est qu'un bel endroit sur la carte de l'État de Washington, à 3 heures de Seattle, mais pour moi, c'est tout un monde où 3 éléments se rencontrent. Des montagnes majestueuses, une forêt tropicale ancienne et la vaste côte du Pacifique. 15 années passées au sein de la police de Seattle m'ont beaucoup appris, dont les 5 dernières au département de la criminalité organisée. Ce travail me brûlait lentement de l'intérieur. Chaque jour, je voyais le pire de ce dont les gens sont capables. Sarah, ma femme, a été la première à remarquer à quel point cela me changeait. À l'automne 2006, elle m'a dit « Tu as besoin de quelque chose de différent, de vrai ». La solution était venue de manière inattendue. En octobre, ma famille et moi sommes allés à Olympique. Ma fille Émilie, alors âgée de 12 ans, découvrait pour la première fois la forêt tropicale de Oahu, l'une des plus anciennes d'Amérique du Nord. « Papa, c'est comme un conte de fées », s'exclamait-elle en regardant les séquoias géants dont certains ont plus de 500 ans. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Jim Falcon Feather, un vieux ranger Quileute qui travaillait ici depuis 20 ans. « Ici aussi, il y a de la criminalité, m'a-t-il dit, mais vous protégez ce qui est vraiment important, la nature qui nous a précédés et qui nous suivra. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Un mois plus tard, j'ai demandé mon transfert au service des gardes forestiers. Sarah a soutenu ma décision, même si cela signifiait que je devais quitter la ville et changer d'école pour Émilie. « L'important, c'est que tu puisses redevenir toi-même », m'a-t-elle dit. Ma fille, elle était elle aussi enthousiaste. Elle a toujours aimé la nature et l'aventure. Au début, ce n'était pas facile. J'ai dû acquérir de nouvelles compétences, m'habituer à un rythme de vie différent. Mais peu à peu, j'ai commencé à comprendre ce dont Jim parlait. Tout est différent ici. Les forêts brumeuses recèlent d'anciens secrets, les montagnes dictent leurs propres lois et l'océan nous rappelle à quel point nous sommes petits. J'ai rencontré beaucoup de choses cette année, des braconniers ordinaires aux incidents inexpliqués, des opérations de sauvetage aux rencontres avec des animaux sauvages. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Et vous savez quoi ? Pour la première fois depuis longtemps, je me sens à ma place. Je voudrais vous raconter quelques histoires qui me sont arrivées au printemps et à l'été 2007. Des incidents mystérieux dans le secteur des 7 lacs, aux opérations de sauvetage dans les montagnes olympiques. Certaines peuvent sembler incroyables, d'autres effrayantes, mais elles font toutes partie de ma nouvelle vie au royaume des brumes et des forêts anciennes. La première histoire s'est déroulée à la fin du mois de mars 2007. Le printemps à Olympica est particulier, les brumes s'épaississent et les pluies transforment la forêt en une véritable jungle. J'étais en train de m'habituer à mon nouveau terrain dans la partie nord du parc lorsque j'ai remarqué les premiers signes de problème. Tout a commencé par un message des bûcherons locaux. Ils avaient retrouvé des traces étranges sur une parcelle légale bordant le parc. Quelqu'un utilisait manifestement leur route pour transporter du bois, la nuit. Je me suis dit à l'époque qu'il s'agissait d'un cas typique de braconnage. Mais quelque chose dans cette affaire a éveillé mon sens de la police. J'ai commencé mon enquête à l'ancienne en inspectant les lieux. À l'embranchement de la route forestière, j'ai trouvé des traces fraîches d'engins lourds s'enfonçant dans le parc. À proximité, des mégots abandonnés de cigarettes spéciales qui ne sont vendues qu'au Canada. Une petite chose, mais une chose que j'ai apprise dans la police, il n'y a pas de détails insignifiants. Jim, qui m'a souvent donné des conseils, a examiné les traces et a froncé les sourcils. Ils sont en train d'abattre de vieux cèdres, des arbres sacrés. Je savais que ces arbres avaient une signification particulière pour son peuple. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa voix, une inquiétude que je ne pouvais pas comprendre. Quelques jours plus tard, j'ai découvert leur camp, bien camouflé, organisé de manière professionnelle. Des bidons de carburant vides, des équipements modernes, des signes d'une présence récente. Et un détail supplémentaire, des bottes de l'armée fabriquées au Canada. Le tableau commençait à se dessiner. À Seattle, je travaillais sur une affaire de contrebande de bois de valeur vers l'Asie. Le groupe opérait à la frontière canadienne en utilisant des militaires à la retraite. On dirait qu'ils ont repris leurs vieilles habitudes, mais ils ont choisi notre parc. J'ai décidé de tendre une embuscade. J'ai attendu une nuit sans lune et je me suis caché près de l'itinéraire prévu. Vers minuit,
j'ai entendu le vrombissement sourd de moteurs. 2 4x4 sans plaque d'immatriculation avançaient lentement dans la ceinture forestière. Derrière eux, un camion chargé de grumes. Au passage, j'ai reconnu l'un d'eux, Jack Mackenzie, ancien militaire canadien. Son dossier était sur mon bureau il y a 3 ans, mais il n'y avait pas assez de preuves à l'époque. Il m'a également repéré. « Rennes ?» Sa voix était pleine de surprise et de colère. Une course-poursuite s'est engagée. Il connaissait très bien la région, mais j'ai réussi à transmettre les coordonnées aux patrouilleurs à la limite du parc. Ils ont été interceptés 1 heure plus tard, 3 voitures, 7 hommes, dont Mackenzie. À l'arrière, des cèdres coupés vieux de plus de 300 ans. Une fois l'opération terminée, Jim m'a emmené vers l'un des arbres abattus. Tu vois ces anneaux ? Chacun d'eux représente une année de vie. Ces arbres se souviennent du temps qui a précédé l'arrivée des hommes blancs. Aujourd'hui, ils sont devenus de simples marchandises. Mackenzie et sa bande ont été condamnés. Mais surtout, je me suis rendu compte que la lutte contre la criminalité dans le parc était différente de ce qu'elle était en ville. Ici, il ne s'agit pas seulement de protéger la loi, mais aussi l'histoire, la mémoire et la vie même du parc. C'était ma première opération d'envergure en tant que garde forestier. Le passé trouve toujours un moyen de se réaffirmer, même dans une forêt aussi ancienne. La mi-avril 2007 a été pluvieuse, même pour Olympique. Le brouillard recouvrait la forêt, transformant les chemins familiers en labyrinthe d'ombre. C'est par des journées comme celle-ci qu'un groupe de randonneurs, 3 étudiants de Portland, a disparu. Le premier signal est venu du gardien du camping de Crescent Lake. Les garçons étaient censés revenir dans la soirée. Leur tente était intacte, leurs affaires étaient en place, mais les campeurs étaient introuvables. À première vue, il s'agit d'un événement courant. Les gens se perdent souvent dans le brouillard, quittent la route. Mais quelque chose dans cette situation m'a interpellé. En inspectant leur campement, j'ai remarqué un détail étrange. L'appareil photo de l'un des étudiants gisait sur le sol, l'objectif brisé. À proximité, il y avait des signes de lutte et des gouttes de sang sur les feuilles. Mon expérience de policier me laissait penser qu'il ne s'agissait pas d'une disparition ordinaire. J'ai demandé une équipe de recherche, mais j'ai décidé de ne pas attendre. Les traces menaient à un ancien sentier indien qui n'avait pas été emprunté par des randonneurs depuis longtemps. Jim grimace en entendant cela. Il y avait une route de contrebande à cet endroit, depuis la prohibition. Il vaut mieux éviter certains endroits. J'ai suivi le sentier jusqu'à une cabane abandonnée. Au loin, j'ai entendu des voix étouffées et le bruit d'un générateur. En m'approchant prudemment, j'ai vu 2 hommes armés à l'entrée. À l'intérieur, quelqu'un criait, manifestement un des étudiants. Contactant le centre, j'ai demandé des renforts. Mais le brouillard s'épaississait, l'hélicoptère ne pouvait pas monter. Nous ne pouvions pas attendre. C'est alors que je me suis souvenu d'un incident survenu dans la police, une prise d'otage similaire. Utilisant le brouillard comme couverture, j'ai fait le tour de la cabane. Un générateur tournait contre le mur du fond, son bruit m'a aidé à m'approcher. J'ai réussi à assommer le premier garde sans faire de bruit. Le second a réussi à s'emparer d'une arme, mais ses années passées à Seattle n'ont pas été vaines. Il n'a même pas tiré un coup de feu. Dans la cabine, on a trouvé 3 étudiants, ligotés, effrayés, mais vivants. Et tout un entrepôt de produits de contrebande, allant de la drogue aux objets volés provenant de sépultures indiennes. Il s'est avéré par la suite que le gang utilisait d'anciens itinéraires de contrebande pour faire passer la marchandise à la frontière. Les étudiants sont tombés par hasard sur leur opération et ont pris quelques photos. Des renforts sont arrivés 1 heure plus tard. Les contrebandiers ont été capturés et les preuves saisies. Jim a aidé à restituer les objets volés à la tribu. Vous voyez, m'a-t-il dit plus tard, ces sentiers recèlent de nombreuses histoires sombres. Mais maintenant, tu es là, un nouveau protecteur. J'ai regardé le brouillard se dissiper lentement sur la forêt et j'ai pensé que certaines choses ne changent pas. Les criminels restent des criminels, qu'il s'agisse d'une ville ou d'un parc national. Mais ici, dans cette ancienne forêt, leurs crimes semblent particulièrement sacrilèges. Le mois de mai à Olympique est une période d'éveil. La forêt se remplit de nouveaux sons, les animaux deviennent plus actifs. Mais cette année-là, quelque chose a mal tourné. Tout a commencé par le signalement d'un couguar attaquant un randonneur dans la région du mont Olympe. Un comportement inhabituel pour ces prédateurs prudents. 1 semaine plus tard, une deuxième attaque, cette fois, sur un alpiniste expérimenté. Il a miraculeusement réussi à grimper à un arbre et à appeler les secours par radio. Lorsque je suis arrivé sur place,
Le puma tournait toujours en rond, sans réagir au bruit du moteur de ma Jeep. J'ai dû tirer en l'air pour le faire fuir. Jim, apprenant cela, m'a raconté une chose étrange. Selon les croyances de sa tribu, lorsqu'un puma change de comportement, c'est le signe que quelque chose a perturbé l'équilibre de la forêt. « Regardez bien, me dit-il, le chat ne fait pas que chasser. Il défend son territoire. Il défend son territoire. » La troisième attaque a eu lieu près d'une cascade. Un couple avec un enfant. Un puma est sorti de nulle part. J'étais assez près pour intervenir. Il y avait quelque chose d'anormal dans son comportement. Il n'avait pas peur des gens, il agissait de manière agressive et délibérée. Nous avons organisé des recherches. J'ai insisté pour que certains itinéraires soient fermés aux touristes. En suivant le prédateur, nous avons découvert une image étrange. Toutes les attaques se produisaient le long d'une certaine ligne, comme si le puma gardait un territoire. Un jour, j'ai remarqué un nouveau sentier menant à une ancienne gorge. Je l'ai suivi seul, en dépit de toutes les règles. La gorge m'a conduit à une petite grotte. C'est là que j'ai compris la raison de l'agression. 2 petits chatons et à côté d'eux, des signes de présence humaine, des pièges abandonnés, des traces de sang. Les braconniers essayaient d'attraper les chatons pour les vendre. La mère a été blessée, mais elle a réussi à éloigner les petits. Maintenant, elle attaquait quiconque s'approchait de l'endroit. Elle ne se contentait pas de défendre son territoire, elle voulait manifestement se venger. Je n'ai pas eu le temps de réagir quand elle est apparue derrière moi. Énorme, blessée, la rage dans les yeux. Mais elle n'a pas attaqué tout de suite. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes et j'ai lu dans son regard non pas de la colère, mais de la douleur et de la peur pour les petits. « Je ne leur ferai pas de mal », ai-je dit calmement en reculant lentement. Elle a observé chacun de mes mouvements, mais n'a pas attaqué. Je suis parti en laissant de la nourriture à l'entrée de la grotte. Nous avons installé des caméras cachées, pièges photographiques, et organisé des patrouilles dans la région. Les braconniers ont été arrêtés au bout d'une semaine. Il s'agissait d'habitants de la région qui avaient décidé de gagner de l'argent en achetant des animaux exotiques. Quant au puma, il s'est peu à peu calmé et a cessé d'attaquer. Parfois, je voyais ses traces. Elle avait emmené les chatons dans une partie plus éloignée de la forêt. Jim avait raison. Elle ne défendait pas seulement son territoire, elle défendait sa maison, ses enfants. En cela, elle et moi étions semblables. Chacun de nous est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. La fin du mois de juin fut particulièrement inquiétante. Un épais brouillard planait sur la forêt tropicale, transformant les arbres centenaires en silhouettes floues. C'est alors que d'étranges phénomènes se produisent sur le site des 7 lacs. Tout d'abord, un groupe de 4 randonneurs a disparu. Ils ont été retrouvés un jour plus tard, effrayés, en état de choc. Ils ont parlé de bruits étranges dans le brouillard et d'ours agressifs qui semblaient les conduire quelque part. Habituellement, les ours évitent les humains à moins d'être dérangés. Mais ceux-ci, selon les touristes, agissaient différemment, de manière organisée, presque délibérée. Une semaine plus tard, un cas similaire, 2 pisteurs expérimentés se sont écartés de l'itinéraire, fuyant quelque chose de gros dans le brouillard. Lorsqu'ils ont été retrouvés, l'un d'eux n'a cessé de répéter « Ils ne voulaient pas nous laisser partir. Ils nous ont poursuivis jusqu'à l'ancienne mine. » J'ai décidé de visiter la région moi-même. Jim s'est porté volontaire pour m'accompagner, mais j'ai remarqué qu'il était anxieux. « Cet endroit a mauvaise réputation, » dit-il. « Il y avait une mine ici, beaucoup de gens sont morts dans un effondrement. Nos anciens disent que la terre se souvient du sang. Nous sommes partis à l'aube. Le brouillard était si épais que nous avons dû nous orienter davantage au son et à la boussole. Après quelques heures de marche, j'ai remarqué les premières bizarreries, des empreintes inhabituelles sur le sol, comme si quelque chose de lourd se déplaçait dans les sous-bois, et le silence, absolu, contre nature pour la forêt. Au bord d'un petit lac, nous avons trouvé une tente déchirée et des traces de lutte. À proximité, d'énormes traces d'ours, mais quelque chose ne va pas. Jim a regardé de plus près. Des grizzlies, 6. Ils ne marchent jamais en groupe comme ça. Les traces menaient à une ancienne mine. En chemin, j'ai remarqué d'étranges débris d'arbres qui jonchaient le sol, comme si quelque chose avait dégagé le chemin. Et il y avait des traces d'ours partout, comme s'ils patrouillaient dans la région. L'entrée de la mine était partiellement bloquée, mais une ouverture était visible. À l'intérieur, il y avait des signes d'une présence humaine récente, du matériel abandonné, des torches, des outils et du sang, beaucoup de sang. J'ai braqué ma torche plus profondément et je me suis figé. Quelque chose bougeait dans les profondeurs de la galerie. Le premier ours est apparu silencieusement, un ours énorme au museau gris.
Derrière lui, un deuxième, un troisième. Ils nous ont encerclés mais n'ont pas attaqué. Il y avait une étrange signification dans leurs yeux. Jim m'a pris le bras. Il garde quelque chose que nous ne sommes pas censés voir. Nous avons lentement reculé et les ours nous ont suivis, s'éloignant de la mine. J'ai trébuché une fois et le grizzly le plus proche a grogné. Pas agressivement, mais comme pour nous avertir. Plus tard, nous avons appris que plus de 30 personnes étaient mortes dans cette mine lorsqu'elle s'est effondrée. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Les chamans locaux affirment que les âmes des personnes décédées sont emprisonnées dans les ours et qu'elles protègent le lieu de leur mort contre les vivants. Nous avons fermé cette zone aux visiteurs, officiellement en raison d'une activité animale dangereuse. En réalité, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher. Parfois, le brouillard ne cache pas seulement les arbres, mais aussi la frontière entre notre monde et quelque chose d'autre, quelque chose de plus vieux et de plus effrayant. Le mois d'août 2007 a été exceptionnellement chaud et sec. La forêt était calme, comme si elle attendait des ennuis. J'étais sur le point de prendre un jour de congé. Émilie fêtait ses 13 ans et nous prévoyions des vacances en famille. Mais le destin en a décidé autrement. L'incendie s'est déclaré tôt le matin, à l'est du parc. Un puissant éclair a frappé un vieil arbre sec et le feu a commencé à se propager à une vitesse incroyable. Le vent a poussé les flammes vers les sentiers de randonnée où se trouvaient des dizaines de personnes. À la mi-journée, la situation est devenue critique. Nous avons évacué la plupart des randonneurs, mais le dernier groupe, 6 personnes, dont 2 enfants, a été coupé par le feu dans la zone du canyon. L'hélicoptère ne pouvait pas atterrir à cause de la fumée épaisse et des turbulences. Je me suis porté volontaire pour aller les chercher. Jim, qui coordonnait l'opération, a essayé de m'en dissuader. Le feu brûle déjà là-bas, c'est du suicide. C'est du suicide. Mais je savais que si je n'y allais pas, des gens allaient mourir. J'ai appelé chez moi avant de partir. Sarah a compris sans un mot. Elle m'a dit « Prends soin de toi ». Émilie a décroché le téléphone. « Papa, tu viens à mon anniversaire, n'est-ce pas ?» C'était un véritable enfer. La chaleur était telle qu'elle faisait fondre la semelle de mes chaussures. La fumée me dévorait les yeux malgré mon masque de protection. Mais j'ai continué à avancer, orienté par le GPS et ma propre mémoire. J'ai retrouvé le groupe près d'une petite cascade. Ils essayaient de s'abriter de la chaleur, mais le feu venait de toutes les directions. La plus jeune des filles, âgée d'environ 6 ans, me rappelait Émilie au même âge. Elle tenait fermement la main de sa mère et ne pleurait pas. Le retour a été un véritable cauchemar. La route principale était déjà en feu. Nous avons donc dû faire un détour par un ancien lit de ruisseau. Nous nous déplacions en chaîne, moi devant, les enfants au milieu, les adultes couvrant les flancs. Chaque pas était difficile. À un moment donné, j'ai entendu un craquement. Un arbre en feu commençait à tomber juste au-dessus de nous. J'ai réussi à repousser les enfants, mais je n'ai pas eu le temps de reculer moi-même. Une lourde branche m'a écrasé la jambe. Une douleur aiguë m'a traversé tout le corps. Les touristes se sont précipités pour m'aider. Ensemble, ils m'ont sorti de là, mais je ne pouvais pas marcher. Nous avons dû improviser. Ils ont rapidement fabriqué une civière avec des branches. Ils me portaient maintenant. Je me souviens vaguement du dernier kilomètre. Douleur, chaleur, fumée suffocante. J'ai pensé à Sarah, à Émilie, à son anniversaire. Pas aujourd'hui, me disais-je, pas le jour de son anniversaire. Nous sommes sortis. Les ambulanciers nous ont tous emmenés en même temps. J'avais une jambe cassée et quelques côtes. Mais l'important, c'est que tout le monde soit en vie. Émilie a été la première à arriver à l'hôpital. Elle a fait irruption dans la chambre avec des ballons. « Papa, c'est le plus beau cadeau du monde, tu es vivant. » Sarah s'est assise à côté d'elle et lui a tenu la main, comme elle l'avait fait au début de notre voyage. Plus tard, l'un des randonneurs secourus m'a demandé « Pourquoi nous avez-vous suivis ? C'était fou. » Je n'ai pas su quoi répondre. Probablement parce que je ne pouvais pas faire autrement. Quand on devient garde forestier, on prend la responsabilité non seulement de la forêt, mais aussi de chaque personne qui s'y trouve. La jambe a guéri en quelques mois. J'ai repris le travail, même s'il m'arrive encore d'avoir mal par mauvais temps. Mais chaque fois que je regarde mes cicatrices, je me souviens de ce jour et je me rends compte que cela en valait la peine. Plus d'1 an s'est écoulé depuis que j'ai revêtu pour la première fois mon uniforme de ranger. Beaucoup de choses ont changé depuis. Émilie semble avoir appris à aimer ces lieux encore plus. Elle fait souvent de simples détours avec moi pour étudier les plantes et les animaux. Elle envisage même de devenir biologiste. Sarah dit que je suis enfin en train de devenir moi-même, la personne qu'elle pense que j'étais le jour où nous nous sommes rencontrés.
Jim vient souvent prendre le thé. Il dit que la forêt m'a accepté. Tu as compris l'essentiel, m'a-t-il dit récemment, ce n'est pas seulement un travail, c'est un ministère. C'est un ministère. Il a probablement raison. Ici, à Olympique, j'ai trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie. Un vrai travail, une vraie maison, un vrai moi. Chaque matin, lorsque je fais ma tournée, je regarde les sommets brumeux des montagnes et je me rends compte que mon voyage ne fait que commencer. Cette ancienne forêt recèle bien d'autres histoires, et certaines d'entre elles attendent d'être racontées. Ici, chaque jour apporte quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de simples merveilles naturelles ou de défis qui vous mettent à l'épreuve. Parfois, la nuit, je me réveille au son du vent dans les couronnes des arbres. Je sors sous le porche de notre chalet et j'écoute la forêt. Dans ces moments-là, vous ressentez très fortement que vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'ancien, d'éternel, et votre tâche est de la préserver pour ceux qui viendront après vous. Et les histoires, eh bien, elles continueront. Car tant qu'il y aura des lieux comme les Jeux Olympiques, il y aura toujours des gens prêts à les protéger. Et je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Le parc national olympique n'est pas seulement une réserve naturelle avec de magnifiques panoramas. C'est un lieu où 3 éléments se rencontrent, l'océan, la forêt et les montagnes. Et avec eux, d'anciens secrets, des disparitions mystérieuses et des choses qui n'appartiennent peut-être pas à notre monde. Certaines de ces choses peuvent être expliquées par la logique. Contrebandiers, braconniers, bandes criminelles, ils sont partout, même dans les coins les plus reculés de la nature. Mais le comportement étrange des animaux, l'effrayante signification des yeux des ours, les personnes qui disparaissent dans la brume et reviennent plus tout à fait comme elles étaient, peut-on considérer ces phénomènes comme des coïncidences ? Et vous, qu'en pensez-vous ? La forêt garde-t-elle ses secrets ou décide-t-elle de laisser entrer et de ne pas laisser sortir les gens ? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. S'agit-il simplement de contes effrayants ou de quelque chose de plus ? Et que feriez-vous si vous étiez à la place de Michael Rhin ? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre des likes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes.